Bonjour à tous. Alors, j'avais déjà fait une vidéo sur l'histoire de la propagande, mais j'avais jamais expliqué en détail ces mécanismes, parce que le problème c'est qu'à l'époque actuelle, il y a beaucoup de gens qui croient que soudainement la propagande a disparu quelque part au décours de la deuxième moitié du XXe siècle, alors qu'au contraire, moi je pense qu'on est réellement dans l'opération de propagande de masse la plus vaste de l'histoire de l'humanité et la plus élaborée. C'est ce qu'on a pu voir par exemple, je vous renvoie à ma vidéo avec l'Institut Tavistock par exemple. La première tactique qu'on voit assez facilement et qu'on retrouve un peu partout, surtout dans les publicités, c'est la normalisation. Alors on va voir par exemple des femmes dans des rôles masculins, on va voir une normalisation du grand remplacement, parfois même une réécriture de l'histoire pour aller dans le sens des mythes de la propagande moderne, comme le fait que par exemple l'immigration a toujours été un fait. Après, il y a aussi la normalisation, par exemple, des déviances sexuelles, hein, comme l'homosexualité, le métissage, la promiscuité à outrance. Et il y a aussi d'ailleurs une espèce de désensibilisation à certains problèmes. C'est parfois, on entend souvent la phrase éduquez-vous et tout ça, qui serait là en fait pour remettre en question nos préjugés, la plupart du temps des préjugés qui sont des instincts profonds de dégoût à l'égard de certains comportements qui sont en fait parfaitement sains et naturels. Et donc, justement par cette phrase éduquez-vous, on peut mettre en évidence réellement qu'il y a une volonté justement par la normalisation de nous désensibiliser en nous exposant de façon répétée à des comportements anormaux pour qu'on les finisse par les accepter comme normaux. Il y a aussi tout un travail qui passe par le langage avec des tactiques pavloviennes, c'est-à-dire en associant une sensation désagréable par exemple à un son, un bruit ou même un mot, ce qui permet en le réutilisant tout de suite par exemple d'appuyer en fait sur les mécanismes qu'on a pu mettre à l'intérieur des gens, c'est ces mots, ces fameux mots comme raciste, sexiste, homophobe et tout ça, qui ne sont pas là pour décrire une réalité concrète et poser des arguments rationnels, mais simplement pour les faire vibrer le conditionnement émotionnel des gens qui vont associer ces mots-là à quelque chose d'extrêmement indigne par exemple, ce qui permet de limiter totalement le débat à certains sujets. Alors la deuxième tactique, et celle-là elle est plus vicieuse, les gens ont tendance à moins la comprendre, c'est celle des faux souvenirs. C'est d'installer vraiment une fausse morale. Et en fait le problème du libéralisme aujourd'hui, et du relativisme moral, c'est qu'il n'y a pas de loi écrite et immuable pour incarner le bien profond qui est inscrit sans mots dans nos cœurs, et on va donc chercher d'autres critères de justice, d'autres critères de jugement. Notre raison, qui est souvent teintée par nos faiblesses, notre ignorance et notre égoïsme, qui va donc inévitablement corrompre la vraie justice, au moins en partie. Ou alors pire, l'exemple des autres, la norme observable et acceptée dans notre société. Et ça c'est tout aussi peu fiable que notre propre raisonnement, hein. Parce que les autres personnes ne sont pas plus infaillibles que nous, et au fur et à mesure ça va inévitablement créer une certaine dérive morale petit à petit, ce que les gens appellent le progrès, ou encore l'évolution des mœurs. Et encore une fois, on peut remarquer justement avec ces deux mots, progrès, évolution des mœurs, que c'est des jolis mots mis sur le concept en fait de décadence par la propagande, qui vont nous faire croire en fait que cette évolution est quelque chose à la fois de bien et d'inévitable. Et donc en fait, ça c'est très important de comprendre ce mécanisme parce qu'une fois que vous l'avez compris, vous comprendrez vraiment comment fonctionne la totalité des comportements et de la culture. Alors c'est un espèce de cycle, un espèce de concept que j'appelle le gentillisme en fait. C'est que, comme vous pouvez le voir ici, c'est assez simple, c'est-à-dire que l'individu exprime un comportement, ou observe un comportement, et ce comportement va donner ou non une récompense sociale, que ce soit de l'argent, de l'encouragement, ou tout simplement de l'affection et de la validation extérieure, ou à l'inverse pour un comportement qu'il jugera mauvais, par une réprimande du groupe social. Et donc en absence de loi objective, écrite, morale, il ne reste que ça à l'individu pour savoir comment agir en société. Ce qui est bien pour lui, ça va devenir donc ce que les gens autour de lui vont encourager, et ce qui est mal va devenir ce que les gens autour de lui vont dénoncer. Donc est-ce qu'il est gentil ou méchant? Et donc ça c'est un problème, c'est qu'on va assimiler un comportement comme juste ou injuste sans absolument aucun critère rationnel. C'est purement émotionnel et empirique. Et donc c'est sur ce mécanisme bien précis que toute la propagande va se baser, va essayer de court-circuiter et d'utiliser ou de détourner pour pousser certaines idées. Et ce processus, il est en grande partie inconscient. Et donc les films et les séries surtout vont présenter des situations morales avec un héros gentil auquel on s'identifie face aux méchants.
Et donc par identification, on va donc intégrer les situations et les comportements que l'on voit dans ces œuvres comme si elles étaient vécues réellement. Et donc ces situations vont venir parasiter et se mêler à notre propre situation réelle comme de faux souvenirs, ce qui va alimenter en fait ce cercle-là et complètement le détourner. Et ça aussi efficacement que des vrais souvenirs ou de vraies expériences. Et donc ce cercle de gentillisme, forcément corrompu, à la fois par nos faiblesses, la pression sociale, mais aussi la propagande, va inévitablement entraîner une dérive de la morale progressivement, à une vitesse suffisamment lente pour ne pas provoquer de réactions adverses par trop de changements sur une même génération. Un des exemples principaux de cette volonté, c'est par exemple l'abolition du code Hayes aux États-Unis dans les années 60. C'est un code qui avait été écrit par un catholique et qui stipulait que de façon tacite et de leur propre initiative, les studios de production de films ne devaient pas montrer, pour ne pas normaliser évidemment, des situations contraires à la bonne morale et aux bonnes mœurs, en l'occurrence par exemple à la morale religieuse chrétienne. Et donc une fois que ce code a été aboli, ce qu'on a pu voir dans les films notamment, c'est une désacralisation par exemple du concept du couple. En fait, presque chaque œuvre, sans exception, va inclure une histoire de couple, un modèle qui est tellement répandu que les gens semblent même avoir totalement oublié qu'il en existait d'autres. Et ce modèle-là, si vous voulez plus de détails sur ce que c'est, vous pouvez aller voir ma dernière vidéo sur la culture du date. Et donc ce nouveau modèle du couple va en fait remplacer l'amour, qui est un choix intellectuel de vouloir le bien de l'autre au-delà du sien, donc qui est la base pour une relation de couple saine, par un espèce de shoot hormonal glorifié, ce qui s'appelle le coup de foudre, qui évidemment conduit à un espèce de sexe immédiat qu'on peut voir systématiquement entre le gentil héros et la gentille héroïne, qui finissent évidemment dans une scène extrêmement gênante de roulage de pelle et de déshabillage mutuel, après quelques jours d'aventure épique. Ce qui évidemment va conduire à une grande histoire d'amour qui durera toute la vie et rendra heureux les deux participants. Donc ce modèle c'est beau, sauf que ça n'existe pas. Et en fait, c'est juste un espèce de sentiment égoïste de désir personnel qui, dans la vraie vie, n'amène un amour véritable que par miracle. Car en fait, cette espèce de shoot hormonal, il s'efface après quelques mois, physiologiquement. Et cet élément étant devenu le point focal de toute œuvre, ça va complètement dévoyer et éclipser le modèle sain de l'amour dans une société où le mariage est devenu maintenant une institution complètement morte. Et ce modèle, ça va donc devenir l'objectif premier de beaucoup de gens, qui s'attendaient à y trouver le bonheur promis, mais ne seront que atrocement déçus, les rendant incapables d'aimer réellement, et après quelque temps va réduire leur recherche d'affection que à des actes sexuels. Un autre exemple de création de faux souvenirs et de faux modèles, c'est la morale en politique. Le héros, par exemple, le leader qu'on peut voir représenté, qui n'est pas forcément le héros principal d'ailleurs, il est systématiquement montré comme moralement régi. Il est ouvert, il est tolérant, il est généreux, il défend les plus petits. Il est poli, il utilise certains mots, pas d'autres. Certains gestes. Il est pour la paix, mais surtout c'est un héros. Il est seul contre tous et il gagne tout. Juste parce qu'il est gentil. Il n'attaque jamais personne, évidemment. Et pourtant, il gagne et tout le monde l'aime. Et donc c'est ça le gentil, c'est celui qui va reprendre tous ces codes. Et donc, par opposition, le méchant c'est celui qui n'a pas ces codes, évidemment, qui ne les respecte pas. Ainsi donc, par cette propagande, le cobaye, c'est-à-dire nous qui voyons ces œuvres culturelles, va avoir de la sympathie pour une personnalité publique qui utilise ces codes, et de la haine pour celle qui ne le fait pas. Et cela sans même rechercher une seule seconde l'intégrité de la personne en privé, ou même l'utilité publique de sa politique. Parce qu'après tout, pourquoi est-ce que le gentil pourrait avoir tort ? Et donc les médias ils vont aussi renforcer ce comportement en y ajoutant une pression sociale dans la vraie vie, qui va dans le même sens. Parfois, évidemment, ils ont besoin pour ça même de simuler une fausse norme ou de fausses figures d'autorité. Et ce qui va par la suite faciliter encore plus la propagande par les films et permettre d'ajouter efficacement tous les comportements déviants que l'on veut aux héros, aux gentils, à la norme et à ce que l'opinion publique est censée partager. Et donc on voit que c'est vraiment un cercle vicieux qui se renforce lui-même, et en fait ça va nous rendre esclaves de nos propres pensées. Et ça demande une terrible rééducation, parce que c'est une forme de dictature où les gens ne sont non pas effrayés par la répression physique, mais par la terreur absolue de faire mal les choses et d'être un méchant, ou d'être mal vu par la société. Et donc pour illustrer tout ça, ces modes de propagande, j'ai décidé de vous donner quelques exemples. Le premier, je pense que pas mal le connaissent, c'est l'exemple de Greedo dans Star Wars. On était à une époque où cette
propagande avait été peut-être pas encore assez avancée et totalitaire. Du coup, dans Star Wars, on nous montre en fait le héros, qui est censé du coup être le gentil, qui est Han Solo, auquel les gens sont censés s'identifier, qui va violer le principe de non-agression. Et même si en l'occurrence c'est parfaitement logique et juste pour se défendre, il va abattre celui qui est venu le chercher pour le ramener aux autorités ou le faire emprisonner. Mais en fait, cette logique, elle met trop en lumière la réalité de la politique, en fait, qui est une guerre permanente par laquelle tous les moyens sont nécessaires pour être capable simplement de survivre. Et donc, dans les versions suivantes de Star Wars, dans les rééditions et les remasterisations qui vont être faites, la scène est modifiée pour que celui qui vienne l'arrêter, donc Greedo, tire en premier sur Han Solo afin que Han Solo, ouf, ne soit pas un méchant, n'aille pas contre le principe de non-agression parce qu'il n'a tiré qu'après avoir été agressé. Et ce principe de non-agression, ça va aussi nous transformer d'une certaine façon en esclaves mentales, en fait, qui, à partir du moment où ils vont s'imposer paisiblement et gentiment avec le sourire, on peut laisser absolument tout vice et toute dictature s'imposer. Le deuxième exemple, celui-là qui est par exemple en lien vraiment direct avec l'Institut Tavistock, ce sont les Beatles. Et c'est une des opérations peut-être les plus efficaces de destruction de l'Occident par la génération du boomer libéral. Alors c'est un travail évidemment de normalisation de certains comportements, mais surtout ça va mettre dans la société une certaine dépendance efféminée des hommes au sexe qui a vraiment permis aux femmes de prendre une place inadaptée dans la société et un pouvoir néfaste. Donc ça je préciserai plus tard pour la psychologie derrière ça. Mais c'est aussi par exemple dans certaines musiques comme Lady Madonna, on peut voir qu'il y a un dénigrement de la mère au foyer. Et cette logique en fait c'est la logique qu'on appelle la logique du simp. C'est-à-dire cette dépendance de la femme qui pousse certains hommes en manque d'affection et de confiance en eux à idolâtrer les femmes, peu importe leur comportement, et à les laisser faire absolument tout. Alors le troisième exemple que j'ai décidé de vous donner, c'est Harry Potter. Donc désolé si je brise un petit peu l'enfance de beaucoup de gens, j'ai moi-même été un grand fan d'Harry Potter, mais je vais vous expliquer en quoi cette œuvre est extrêmement néfaste. En fait, c'est vraiment l'exemple parfait. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment la plupart des fans de Harry Potter, d'ailleurs, deviennent les pires des progressistes et des médiocres. Donc on va retrouver un méchant qui incarne ce que évidemment la propagande cherche à détruire, au moins en partie. Ici le méchant, très méchant évidemment, et ses serviteurs sont des aristocrates élitistes et racistes, des nazis ensorcelés qui veulent à tout prix chasser les étrangers aux parents moldus, sans absolument aucune autre raison que ils sont très méchants. Ce qui bien sûr a été le moteur de tous les méchants dans l'histoire. Et le gentil, très gentil, lui, il est progressiste, il est tolérant, il protège les monstres sauvages, le vilain préjugé. De façon extrêmement réaliste, évidemment, tout s'aligne pour qu'il puisse ne jamais avoir à faire de choix difficiles moralement, malgré le contexte de guerre, mais que surtout, il puisse gagner grâce aux incroyables pouvoirs de se rouler par terre, de n'utiliser que les 3 mêmes sorts pendant 7 ans, et de sécher les cours pour des intrigues franchement gaies, plutôt que de passer son temps à pousser la fonte pour affronter le plus grand mage noir de tous les temps. Mais il gagne évidemment grâce au pouvoir magique d'être une victime et de la facilité scénaristique. Et tout ceci évidemment en commettant de nombreux actes immoraux, car la fin justifie les moyens. Et tout cela en plus de normaliser la sorcellerie au point que les fans en surpoids de cette série finissent très souvent dans les foutaises de la Wicca ou de l'astrologie. Notons aussi que l'image du méchant n'est pas forcément un personnage fictif, mais ça peut aussi être un personnage historique mystifié par la propagande et les mensonges. Donc demandez par exemple à un groupe de collégiens de mettre un papier dans un chapeau avec le nom de la pire personne de l'histoire, et les papiers porteront tous le même nom. Donc peu importe ce qu'on pense de la personne, il faut être sot pour ne pas y voir là la plus grande opération de diffamation qui n'ait jamais existé. La preuve est que je n'ai pas besoin de dire le nom de la personne pour que vous compreniez parfaitement de qui je veux parler. Les œuvres culturelles vont ainsi donc mettre dans nos têtes un stéréotype du père tyrannique, du prêtre hypocrite, du traditionnaliste arriéré. Des modèles qui vont convaincre d'autant plus des personnes qui n'ont jamais rencontré ces choses en vrai, parce que ces faux souvenirs ont pris une place réelle dans leur esprit. En fait, si on y réfléchit, chaque personne cherche fondamentalement 2 choses. D'abord être aimé et être accepté par son entourage, et aussi l'excellence, c'est-à-dire réussir dans un combat juste. Mais la plupart des gens ne recherchent ces 2 choses, non en tant que telles, mais pour les gratifications qu'elles apportent, c'est-à-dire l'affection et le statut social. Ainsi donc la propagande elle va exploiter cette faille, parce que désormais chacun est prêt à suivre sa vision du bien et du mal plutôt que d'accepter celle que Dieu lui donne. Et ces 2 instincts, de par notre ignorance et notre égoïsme, vont alors être le moteur de la décadence. Et même si on fait un compromis, pour 99 actes justes, il suffit du coup de 100 personnes pour que toutes les erreurs se répandent dans la société au fil du temps. La propagande elle va donc éclipser, dissimuler les modèles qui sont les bons, au point même qu'on ne les connaît même plus,
et les remplacer par des idoles, des ersatz, où beaucoup de vérité et de bien vont appâter et en même temps camoufler le goût du mensonge et du mal. C'est comme remplacer à chaque génération un peu plus de la farine de notre pain par de la sciure. Et donc en plus, mêler la vérité au mensonge, le bien au mal, ça va nous faire perdre ultimement ces notions. Les gens n'ont plus aucun discernement au point que beaucoup disent la vérité n'existe pas, ou alors au-delà du bien et du mal. Et les gens ainsi poussés par des désirs dont ils n'ont jamais vu l'objet pur, vont accepter du coup ces idoles à la place d'une relation personnelle avec Dieu, qui seul peut combler notre solitude et notre besoin d'affection, et du mariage traditionnel, qui est l'institution sur Terre qui s'en rapproche le plus, on accepte un shoot hormonal et du sexe vide de sens et stérile. À la place d'un combat spirituel quotidien dans des choses accessibles, on s'imagine devoir attendre un combat épique et parfaitement juste et moral et glorieux contre Voldemort. Et tout ça parce que dans notre esprit, on cherche des exemples pour nous guider. Pour nous guider par vraiment ce cercle du gentillisme en fait, ce cercle vicieux, qui est détourné depuis que la réalité a justement été remplacée par des faux souvenirs, par Titanic et Rambo. Et donc pourtant, si vous sortez de votre mémoire ces faux souvenirs, quels sont les exemples concrets dans la vraie vie ? Les relations hors mariage et sans Dieu donnent systématiquement, quand on regarde autour de nous, des histoires de cul insipides et ennuyantes, couplées à des divorces et des ruptures catastrophiques. Le combat par les armes, bien qu'une nécessité, n'a absolument rien de glorieux. C'est dans 80% des cas un massacre sans honneur, à sens unique, où on décide d'abattre le prisonnier pour sauver ses camarades. On reste traumatisé à vie par le regard de l'homme qu'on a tué à coups de machette. Alors non pas que ce soit aussi une croix difficile et nécessaire à porter, mais que pour 90% des personnes, c'est une situation qu'ils ne rencontreront jamais, pour le mieux d'ailleurs, et qu'en plus de ça, ces personnes sont incapables de trouver la gloire et un juste combat dans leur quotidien ordinaire. Cette propagande, elle va détourner nos instincts vers des faux modèles, inexistants, et nous pousser à faire de plus en plus de compromis moraux ordinaires en chemin, nous laissant de plus en plus insatisfaits. Ce qui va donc créer du coup une foule d'affamés qui prend les briques pour du pain, parce qu'il n'a jamais rien mangé d'autre. Bon, ça semble un peu tiré par les cheveux, mais combien de fois est-ce que vous avez entendu du coup des gens dans un argument revenir au point Godwin, ou même comparer quelqu'un, un de leurs ennemis par exemple, à un méchant imaginaire comme Voldemort. Mais le pire dans cette histoire, c'est que personne ne peut échapper pleinement à ce mécanisme, et une minorité seulement de façon partielle. Pour savoir être un iconoclaste et prendre le temps d'analyser les résultats à long terme de nos idées, ça demande de laisser de côté notre raisonnement émotif, et c'est une certaine capacité antisociale. Et donc par exemple, les sociopathes savent très bien comprendre ces mécanismes-là de manipulation pour eux-mêmes les exploiter. Et les autistes par exemple ont une facilité à faire cette démarche rationnelle de dépersonnalisation où ils analysent les choses purement rationnellement et ont parfois du coup beaucoup de mal avec les codes sociaux. La propagande donc, elle est un outil puissant, inévitable et nécessaire, mais qui doit être utilisé pour donner des modèles sains, fructueux et en phase avec la réalité. Aujourd'hui cet outil il cherche à nous détruire, aux mains de certaines personnes, mais que deviendrait le monde si Hollywood nous contait la vie des saints et que les radios chantaient les vertus, ou si Charles Martel prenait la place de Harry Potter. D'ailleurs, ce fonctionnement émotionnel qui renforce la propagande devient alors quelque chose de bon en soi. Et donc ce fonctionnement par la pression sociale, c'est d'ailleurs un comportement qui est une tendance plutôt féminine. On remarque que les femmes sont quasiment systématiquement les premiers agents, ou du moins les premières victimes de ces mécanismes de propagande. C'est d'ailleurs pour ça que les femmes ne sont dans l'histoire jamais des iconoclastes, et que les hommes sont près de 10 fois plus souvent par exemple des psychopathes ou des autistes. Mais les hommes sont aussi les seuls à savoir diriger réellement et à apporter des idées nouvelles pour autre chose que leur propre intérêt personnel ou familial. Ce sont des tendances profondément ancrées dans nos gènes que seule une société traditionnelle peut épanouir. Bon voilà, sur ça je vous laisse, je reviens assez vite avec une autre vidéo, probablement sur un sujet assez différent. N'hésitez évidemment pas à partager la vidéo parce que je pense que celle-ci est probablement une des plus importantes que j'ai mis sur ma chaîne, et évidemment à laisser un like et des commentaires en dessous pour donner votre opinion. Bonne semaine à tous.